Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir, bien évidemment, dans le titre, on est à nouveau sur un book haul. J'avais déjà tourné le book haul que vous avez eu la semaine passée et après coup, j'ai encore acquis quelques livres ainsi qu'il y a eu un service presse et voilà, des achats neufs, de la boîte à livres aussi, quelques-uns et de l'occasion. Donc je vous présente ça tout de suite. Je commence cette vidéo avec un service presse que j'ai reçu. Je fais juste une petite aparté. Vous voyez jamais de SP sur cette chaîne depuis que je l'ai reprise il y a un peu moins d'une année maintenant parce que j'avais décidé d'arrêter les services presse. Donc, quand on s'approche de moi pour m'en proposer, je refuse systématiquement. J'en demande jamais. Donc, voilà, c'est vrai que j'aime bien consommer le livre à mon rythme. Moi, qu'on me mette des délais dans 30 jours, le livre doit être lu, chroniqué, il faut mettre temps de poste et tout ça gratuitement. Voilà, ça me convenait pas du tout. Ok, on reçoit un livre gratuit, mais tout le boulot qu'il y a derrière, c'était jamais rémunéré. Donc voilà, j'ai décidé que c'était non. Je préfère voilà, me diriger vers les livres qui m'intéressent, les choisir par moi-même, les lire même en 6 mois si j'ai envie et être très libre voilà, quant à ma consommation du livre. Mais voilà, il y a environ 10 jours, 10-15 jours, je ne saurais plus trop dire, il y a un auteur qui s'est approché de moi sur Instagram, qui m'a écrit, qui m'a envoyé un très gentil message, me proposant son roman, enfin un de ses romans, je pouvais choisir parmi ses romans. Et c'est vrai que moi, j'avais déjà vu passer cet auteur-là, et j'étais déjà allée voir un petit peu les romans qu'il proposait. Et celui que je voulais, en librairie, on ne pouvait pas l'obtenir. Il est en réimpression, je crois. Et il s'agit de Quand les maris se feront une omelette de Aldo Rota aux éditions Le Lys Bleu. Comme j'avais déjà un peu voilà, zioté ce roman-là, j'ai forcément accepté et j'ai choisi celui qui m'intéressait le plus. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Issu d'une famille bourgeoise de la prude Angleterre victorienne du XIXe siècle, Cassie assiste encore innocemment au tournant historique de la condition féminine. Le destin va lui faire vivre la frustration de ses pionnières autant que la souffrance de ses besogneuses, mais toutes sont magnifiquement empreintes de résilience. Au centre du kaléidoscope infernal de la société londonienne, son empathie la pousse à agir tant dans les milieux intellectuels que dans ceux des, pardon, je vais y arriver, que dans ceux des miséreux. Alors, sur quels horizons du XXe siècle l'amour va-t-il encore porter sa vie? Alors, on va être dans quelque chose d'assez féministe, je suppose, après le quatrième de couverture. Et voilà, j'ai hâte de le découvrir. Je pense le lire incessamment sous peu. Il fera, je pense, partie de ma pioche à lire du mois de septembre. Alors c'est vrai que dans le résumé, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce côté un peu féminisme. Et ça se déroule en Angleterre, à Londres, et j'adore la Grande-Bretagne. Donc c'est vrai que autant le contexte historique que le lieu, que la thématique, pour moi, était super intéressant. Donc voilà. Je suis très contente de l'avoir. Je passe à la petite catégorie livres d'occasion et livres boîte à livres. J'ai trouvé un Marie-Bernadette Dupuis, Le chant de l'océan. C'est une autrice que je ne connais pas encore, mais qui devrait beaucoup me plaire, puisqu'elle écrit sur... souvent c'est historique et c'est des secrets de famille, des sagas familiales. Souvent sur plusieurs tomes, c'est des sagas. Je crois que celui-là est un tome unique, donc c'est plutôt chouette de ne pas repartir dans une saga. Et voilà, j'ai envie de la découvrir et ça va me permettre en fait de la lire pour la première fois avec un one-shot et pas me lancer justement dans une série. Et celui-là nous dit: de toute sa vie, la petite Violaine n'a connu que l'océan, le vent du large et les familles de marins. Dures mais solidaires, tendres à leur manière. Mais la mort de son père pousse la famille dans le dénuement. Oh, mais décidément, aujourd'hui, je suis désolée. Dans le dénuement. Et moins d'un an plus tard, épuisée, sa mère disparaît à son tour.
La fillette est alors confiée à sa tante Marceline, une femme peu aimante, habitant un village des Pyrénées près de Lourdes, l'autre bout du monde pour Violaine. Seule la petite fille qui aimait tant l'océan devra faire face à une nouvelle famille hostile et à un paysage oppressant en conservant un unique espoir, revoir un jour son pays. Voilà, on est drame familial, difficulté. J'aime beaucoup ce genre de livre. J'espère que je vais adhérer à la plume parce que, comme je vous le disais, je ne connais pas du tout cette autrice. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà. Dites-moi si vous lisez parfois Marie-Bernadette Dupuy et dites-moi lequel de ces romans ou séries est votre favori. Celui-là, je l'ai pris par curiosité. Je ne sais même pas si je vais le lire un jour. On verra, sinon il repartira en boîte à livres. Il s'agit de Le Grand Secret de Barjavel. C'est un auteur que j'ai beaucoup entendu. Voilà, c'est un nom qui revient régulièrement dans les milieux littéraires. Et par curiosité, je me suis dit, à coup, je me lancerai et j'irai découvrir René Barjavel. J'ai trouvé ici une très ancienne édition de Presse de la Cité. Je crois que c'est un auteur qui a été assez prolifique. Et ici, c'est Le Grand Secret. C'est l'histoire d'un couple séparés par un extraordinaire événement, puis réunis dans des circonstances telles que jamais un homme et une femme n'en ont connu de pareil. C'est aussi l'histoire d'un mystère qui, depuis 1955, a réuni, à l'insu de tous, dans une angoisse commune, par-dessus les oppositions des idéologies et des impérialismes, les chefs des plus grandes nations. C'est ce grand secret qui a mis fin à la guerre froide qui a été la cause de l'assassinat de Kennedy, qui rend compréhensible le comportement de De Gaulle en mai 1968, qui a rendu indispensables les voyages de Nixon à Moscou et à Pékin. Il n'a rien à voir avec la guerre ou la bombe H, c'est le secret de la plus grande peur et du plus grand espoir du monde. Il ne faut pas oublier que c'est un roman, mais si c'était vrai. Admettez que le quatrième de couverture est plutôt énigmatique et qui donne envie de savoir quel est ce secret. J'ai trouvé sur une brocante des livres de la collection, c'est chez Robert Laffont. Et c'est, je ne sais pas le nom de la collection, je tâcherai de vous mettre les images là, que vous voyez bien de quoi il s'agit, mais c'est marqué bouquin, Robert Laffont, donc je ne sais pas. Mais il y a un logo sur la tranche. Voilà, mais je ne sais pas exactement quelle collection c'est, le nom, je ne le vois pas. C'est une collection dirigée par Guy Scholler. Et j'ai trouvé Histoire des Espagnols du 6e au 20e siècle par Bartolomé Benassar. Alors pourquoi l'histoire espagnole? Parce que je suis d'origine espagnole et ça remonte à très longtemps. Moi j'ai fait l'école espagnole pendant de nombreuses années et on a un peu étudié voilà, l'histoire, la géographie du pays, la langue et tout, mais ça remonte à très très loin. Donc je me suis dit peut-être que je me relancerai une fois dans la lecture de l'histoire de l'Espagne parce que ça a l'air quand même très très bien détaillé. Le temps des Wisigoths, qu'est-ce qu'on a ensuite? Naissance de l'islam andalou, parce que l'Espagne, comme plein d'autres pays, ont été envahis par les Turcs pendant un bon moment. Andalou, ça vient d'Andalousie, donc du sud de l'Espagne. Après, ils vont parler, apparemment, on se déplace dans le pays, c'est pas mal. Il y a la Catalogne, les Espagnols de la frontière, le temps des tragédies, une Espagne à la dimension du monde. Donc voilà, on va balayer plusieurs époques ainsi que plusieurs régions du pays. Et voilà, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le courage de me lancer là-dedans, mais au moins je lis et je suis très très contente. Et ensuite, j'ai trouvé un livre en 2 tomes que j'avais dans mon panier d'achat dans je ne sais plus quel site, je sais pas, dans le site de ma librairie je crois, en intégrale.
Et j'étais sur le point de me le commander et je les ai trouvés, ok, c'est en 2 tomes, mais c'est pas grave, dans la même collection Robert Laffont. Donc voilà, je les ai eus pour beaucoup moins cher, je suis ravie. C'est les vies parallèles de Plutarque. Je ne sais plus très exactement de quoi ça parle exactement, mais je l'ai vu passer sur le compte d'Anaïs Baud, je crois, sur Instagram. Et je me l'étais noté parce qu'il m'intéressait grandement. Ça dit: dans le petit nombre de livres que je lis quelquefois encore, Plutarque est celui qui m'attache et me profite le plus. Ce fut la première lecture de mon enfance, ce sera la dernière de ma vieillesse. C'est presque le seul auteur que je n'ai jamais lu sans en tirer quelques fruits. C'est ainsi que Rousseau, le créateur de l'autobiographie moderne, rendit hommage au créateur du genre biographique tout court. En effet, le succès des vies de Plutarque a été immense. Les traductions et les imitations furent innombrables. Amyotte, au milieu du XVIe siècle, en avait fourni une version qui passa longtemps pour classique. Rabelais et Montaigne furent parmi les lecteurs passionnés des vies, de même que Montesquieu et le peintre David. Michelet, enfin, lui consacre sa thèse. Son intérêt est tel que nous l'avons incorporé à ce volume. Nous donnons ici la meilleure traduction qui existe actuellement, celle des grands hellénistes Robert Frasselière et Émile Chambry. Les présentations sont dues à Jean Cirinelli, auteur d'une importante biographie de Plutarque. Je crois que ça balaye... Est-ce que c'est historique? Je vois qu'on parle de Romulus, de Thésée, de Solon, de Camille. Est-ce que c'est des biographies? Marcellus, Aristide? Voilà. Écoutez, je vais creuser un petit peu plus pour vous donner un peu plus de vraiment de précision sur ces 2 ouvrages. Je pense au moment où je déciderai de les lire, je vais faire un peu plus de recherche. Mais voilà, je suis vraiment ravie de les compter parmi mes livres. On passe aux achats neufs. Alors, je me suis procuré en format poche 4 policiers thrillers. Je crois que c'est... Je ne suis pas sûre que ça soit tous des thrillers, mais bon. J'ai lu, il y a quelque temps, il y a pas mal de temps, on va dire, Le Cri de Nicolas Beuglet, que j'avais beaucoup aimé et je n'avais pas poursuivi. Donc, je me suis pris Complot chez Pocket, qui est la suite du Cri. Je ne sais pas si c'est une suite directe ou pas. Je sais qu'on va y retrouver normalement les mêmes personnages. Je ne vais pas vous lire le 4e de couverture, pas que ça spoil, même moi je ne l'ai pas lu, hein, pas que ça spoil peut-être le premier tome au cas où vous aimeriez lire Le Cri, parce que moi je pense que je vais le relire avant d'enchaîner avec Complot. Donc voilà, parce que j'ai quand même oublié pas mal de trucs. Je me souviens assez bien, surtout de la fin, mais voilà, j'aimerais le relire pour enchaîner après avec Complot. J'ai pas envie de me le spoiler, donc voilà, on va pas en parler beaucoup plus ici maintenant. Je ne sais pas si j'ai précisé, je suis passée là dans les livres neufs. Hein. Ensuite, j'avais envie de découvrir l'autrice Petronile Rostagna et je m'étais aussi glissée dans mon panier, il était prêt à être commandé, La Fée Noire, chez 1, 2, 3 poches, et je l'ai vu en librairie, je l'ai directement pris, je l'ai sorti de mon panier, voilà. Donc, on est ici avec son premier roman, sauf erreur, on peut lire... Versailles, juillet 2000, 3 amies d'enfance, Capucine, Emma et Louise, se retrouvent dans un bar pour fêter les résultats de leur baccalauréat. Autour d'une bière, elles scellent un pacte, devenir mères avant leurs 30 ans. 19 juillet 2012, 12 ans plus tard, Alexandre Laroche, commandant à la brigade criminelle de Paris, rend visite à Capucine. Son ami Nathan vient d'être retrouvé sauvagement assassiné et mutilé dans un parking de la place Vendôme. Une lettre P gravée sur son annulaire gauche. 24 juillet 2012, 5 jours plus tard, Capucine reçoit un message énigmatique porteur d'une nouvelle obscure. Nathan n'est plus, tu as une seconde chance. Signé P.
Voilà pour ce premier thriller en poche. Non, ce deuxième, pardon, je perds le compte. Ensuite, je me suis pris de JP Delaunay, Tu nous appartiens. Sur la couverture, c'est marqué ils ont votre enfant, vous avez le leur. Chez les éditions Le Livre de Poche. Pete et Maddie Riley forment avec Théo, leur petit garçon de 2 ans, une famille on ne peut plus ordinaire. Un matin, un inconnu frappe à leur porte. Détenteurs d'une vérité destructrice, ils leur annoncent que leurs fils ont été échangés à la naissance. L'enquête est ouverte. Qu'a-t-il pu... Je recommence. Qu'a-t-il bien pu se passer cette nuit-là alors que 2 femmes accouchaient dans la même clinique de 2 bébés prématurés? Malgré toute leur bonne volonté, ces parents se retrouvent face à une situation intenable qui bouleverse leur univers familial et qui révélera leur nature profonde. Pour protéger les enfants, ces 2 couples devront choisir entre les liens du cœur et ceux du sang. Alors, moi, je me suis dirigée vers ce roman parce que je trouve que le 4e de couverture est hyper angoissant. Étant maman moi-même, je me dis, mais si une fois on m'avait annoncé que, en fait, ma fille qui vit avec moi depuis des années n'est pas ma fille, waouh, je sais pas si vous imaginez le truc, que ça doit être hyper flippant, quoi. Donc, voilà, hâte aussi de le découvrir. Et pour ce 4e poche, c'est un R.J. Elroy, Un cœur sombre. Qu'est-ce que j'ai lu de lui déjà? Je sais plus, mais j'ai déjà lu quelques romans de lui et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa plume, son univers, l'ambiance qu'il arrive à installer à chaque fois. Alors, Un cœur sombre nous dit, sous sa façade respectable, Vincent Madigan, piètre mari et mauvais père, est un homme que ses démons ont entraîné dans une spirale dangereuse. La grosse somme d'argent qu'il doit à Sandhya, le roi de la pègre d'East Harlem, risque de lui coûter la vie. Pour s'en sortir, il décide de braquer 400 000 $ dans une des planques de Sandhya, justement. Mais les choses tournent mal. Il est obligé d'éliminer ses complices et une petite fille est blessée dans la fusillade. Rongé par l'angoisse et la culpabilité, Madigan s'engage sur la dernière voie qui lui reste, celle d'une impossible rédemption. On est surtout ici dans du roman noir, je pense. Moi, j'adore ça, les drames, les romans noirs. J'aime bien naviguer entre un petit peu tous ces sous-genres. Et ma foi, j'ai aussi très très hâte de le découvrir. Peut-être je vais me le glisser au mois de novembre pour le Black November de Séverine du conte Il est bien ce livre. Je vais me le noter dans un petit coin. Ah, j'en oublie un, j'ai encore un poche. Je me suis procuré L'épouse allemande de Kelly Rimmer aux éditions Charleston Poche. Et ici, on va être en Alabama, à Huntsville, en 1950. Dans le bus qui la conduit vers sa future maison en Alabama, Sophie von Meyer-Rotz a l'impression de respirer pour la première fois depuis des années. Ses enfants blottis contre elle, elle entrevoit enfin la perspective d'une nouvelle vie, loin des conflits qui ont endeuillé son Allemagne bien-aimée. Le gouvernement américain qui a recruté son mari Jürgen, j'espère qu'on dit comme ça, Jürgen, pour travailler sur un nouveau programme spatial leur promet un avenir meilleur. Mais Sophie se heurte rapidement à l'hostilité de ses voisins, car une question leur brûle tous les lèvres. Quelle relation les Rotz ont-ils entretenue avec le Reich? Comme des rumeurs sur leur lien avec le régime hitlérien se répandent, la tension monte, jusqu'au jour où un drame se produit, ébranlant toute la communauté. Donc voilà, un roman sur la Deuxième Guerre mondiale, enfin l'après-guerre, hein, ce qui peut être super intéressant aussi. Et j'ai entendu énormément de bien de ce livre. J'espère que je vais aussi aimer, que je ne serai pas déçue. Donc je vous en redonne des nouvelles dès que je l'aurai lu. Je me suis procuré le dernier conte de Alexiane Thiel. C'est un premier tome qui s'appelle Pomme d'or, qui est paru chez Hugo Roman. C'est de la romantaisie et je ne sais plus combien il y en a qui sont parus. Il y en a 4, je crois. 4 ou 6. Ils s'intitulent tous le dernier conte et après, je crois, hein, et après, dessous, vous avez le titre.
Je ne sais pas si j'ai plus d'infos à l'intérieur sur les suivants. Non, vu que c'est le premier. On a une carte et ça nous dit dernière fée encore en vie. Ariane doit sauver l'univers des contes car la nuit approche et avec elle la mort de toutes choses. Pour cela, il lui faut créer un nouveau conte. Mais les héros n'existent plus. À court de solutions et de temps, Ariane débarque dans notre monde et enlève le premier homme à peu près convenable qu'elle croise. Trouillard et rêveur, Warren n'a rien d'un héros, mais Ariane, guerrière redoutable, est bien déterminée à faire de lui un véritable prince. Charmant, un véritable prince charmant. Même si pour cela, elle doit découvrir la sombre vérité qui se cache derrière les contes. J'adore l'idée, franchement, je suis très très curieuse de découvrir ce livre. Si ça me plaît, il est certain que j'irai acheter la suite. Je pense, je suis très curieuse et très pressée de le découvrir, mais j'ai trop envie de me glisser pour le mois de décembre, à l'approche de Noël. Je pense que c'est voilà, un livre qui collera très très bien pour le mois de décembre. Bon, et puis comme de temps en temps je fais aussi le mouton, je vais vous présenter maintenant 3 ouvrages que j'ai achetés parce que je les ai vus tellement passer. Ils m'ont tellement titillé, intriguée que je me suis dit, il me les faut, il faut que je les découvre. Et il y en a 2 qui font partie de la rentrée littéraire et un qui est paru il n'y a vraiment pas très longtemps non plus, hein, mais je ne crois pas qu'il fait partie de la rentrée. Hein. Je vais commencer par celui-là. Alors, je me suis procuré Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Hartmann, paru chez Stock Édition avec une préface de Julia Malai, autrice de la Louisiane. Et je l'ai vu énormément passer, j'ai entendu énormément de bien sur ce roman. Et il nous dit, elles sont 40, enfermées dans une cave sous la surveillance de gardiens impassibles. La plus jeune, la narratrice, n'a jamais vécu ailleurs. Si les autres femmes ne se rappellent pas comment elles sont arrivées là et n'ont aucune notion du temps, il leur reste un vague souvenir de leur vie d'avant qu'elles lui transmettent. Mystérieusement libérées de leur geôle, elles entreprennent une longue errance à la recherche d'autres humains ou d'une explication sur une terre désertée. On a pu parler de Franz Kafka, de Paul Auster ou de Dino Buzzati au sujet de cette œuvre à la fois cauchemardesque et implacable, singulière et bouleversante. 30 ans après sa première publication en France, Moi qui n'ai pas connu les hommes, véritable best-seller outre-Manche et outre-Atlantique, en cours de traduction dans 27 langues, est en passe de devenir le livre de chevet de toute une génération. Alors, comment vous dire qu'il m'intrigue énormément? C'est marqué encore, il est difficile de ne pas penser au roman dystopique de Margaret Atwood, La Servante écarlate, Julia Miley, autrice de La Louisiane. Donc, voilà. Moi, j'avais commencé à regarder la série. J'ai pas lu encore La Servante écarlate. Il faudra vraiment que je me lance une fois. J'avais commencé à regarder la série. Je n'ai pas terminé de la voir. Et voilà, il n'est pas très long. Hein, il ne fait pas 300 pages. Donc, il devrait se dévorer. Je ne sais pas quand, mais il faudra vraiment que je trouve le moment, le moyen de le lire assez rapidement parce que vraiment, il me fait très, très envie. Bien évidemment que je me suis procuré L'heure des prédateurs de Giuliano da Empoli qui est paru chez Gallimard. C'est un auteur que je ne connais pas encore. Je vais pas... Est-ce que je vous lis le résumé? Allez. Aujourd'hui, l'heure des prédateurs a sonné et partout les choses évoluent d'une telle façon que tout ce qui doit être réglé le sera par le feu et par l'épée. Ce petit livre est le récit de cette conquête écrit du point de vue d'un scribe aztèque et à sa manière par image plutôt que par concept, dans le but de saisir le souffle d'un monde, un moment où il sombre dans l'abîme et l'emprise glacée d'un autre qui prend sa place. Giuliano da Empoli nous livre le compte rendu aussi haletant que glaçant de ses pérégrinations au pays de la puissance, de New York à Rayard, de l'ONU à Ritz-Carlton, de
BS. Il nous guide de l'autre côté du miroir, là où le pouvoir s'acquiert par des actions irréfléchies et tapageuses, où des autocrates, autocrates décomplexés sont à l'affût du maximum de chaos, où les seigneurs de la tech semblent déjà habiter un autre monde, où l'IA s'avère incontrôlable, aucun doute, l'heure des prédateurs a sonné. L'auteur de du Mage du Kremlin, que j'ai d'ailleurs pas lu, les regarde en face avec la lucidité d'un Machiavel et la hauteur de vue du moraliste. Il est également très court, il fait 151 pages, 152, ouais, 152 pages, donc je me demande en si peu de pages, parce que la thématique m'apparaît comme quelque chose de quand même assez complexe, et j'ai l'impression que c'est une thématique qui pourrait être très développée, donc je ne sais pas comment ça a été traité. On verra si ça reste vraiment très en surface ou s'il arrive quand même en si peu de pages à creuser un peu et à donner des éléments intéressants sur la thématique qu'il aborde. Donc on verra bien, celui-là aussi j'espère le lire assez vite et vous en donner des nouvelles. N'hésitez pas à venir en commentaire me dire si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé, sans spoiler s'il vous plaît, parce que des fois sans faire exprès dans les commentaires on donne des éléments qu'il ne faudrait pas. Donc voilà, merci. Et pour terminer, bien évidemment que je me suis procuré Mon vrai nom est Elisabeth de Adèle Yon, paru aux éditions du Sous-sol. Alors, c'est un livre que j'ai beaucoup vu passer aussi en chronique. J'ai vu de très très bons avis et j'ai vu d'autres avis un petit peu plus mitigés. Donc voilà, j'ai hâte de me faire mon propre avis. Une chercheuse craignant de devenir folle mène une enquête pour tenter de rompre le silence qui entoure la maladie de son arrière-grand-mère Elisabeth, dite Betsy, diagnostiquée schizophrène dans les années 50. La narratrice ne dispose sur cette femme morte avant sa naissance que de quelques légendes familiales dont les récits fluctuent. Une vieille dame coquette qui aimait nager, bonnet de bain en caoutchouc et seau façon grenouille dans la piscine de la propriété de vacances. Une grand-mère avec une cavité de chaque côté du front qui accusait son petit-fils de la regarder nue à travers les murs. Une maison qui prend feu. Des grossesses non désirées. C'est à peu près tout. Les enfants d'Elisabeth ne parlent jamais de leur mère entre eux et ils n'en parlent pas à leurs enfants qui n'en parlent pas à leurs petits-enfants. C'était un nom qu'on ne prononçait jamais. Maman, c'était un non-sujet. Tu peux enregistrer ça. Maman, c'était un non-sujet. Ce qui m'interpelle dans ce quatrième de couverture, c'est justement au sein d'une même famille, comment de génération en génération, on passe sous silence, on passe sous silence certaines choses et parfois c'est même tacite, hein. On ne sait pas pourquoi. Jamais personne n'a dit ça on ne parle pas, ça il ne faut pas en parler, mais personne n'en parle. Et je trouve ça hyper intriguant. Ça nous dit encore, Mon vrai nom est Elisabeth est un premier livre poignant à la lisière de différents genres, l'enquête familiale, le récit de soi, le road trip, l'essai. À travers la voix de la narratrice, les archives et les entretiens se déploient différentes histoires, celles du poids de l'hérédité, des violences faites aux femmes, de la psychiatrie du XXe siècle, d'une famille nombreuse et bourgeoise renfermant son lot de secrets. Je pense que je vais beaucoup aimer. Il y a à peu près tous les éléments qui me plaisent dans un roman. Enfin, là, c'est très autobiographique, hein, c'est une enquête. Je pense que c'est carrément pas romancé du tout, hein, c'est une enquête. Donc voilà, aussi très très hâte. Il est un peu plus conséquent que les deux que je vous ai présentés tout à l'heure. Il fait presque 400 pages, mais c'est très aéré. Ça devrait se lire assez rapidement, surtout qu'il y a, je crois, des photos, hein, d'après ce que j'ai vu. On dirait qu'il y a des articles, des extraits d'articles, et oui, il y a des photos. Donc voilà, c'est un ouvrage qui me tente énormément.
Je vous promets que je ne reviens pas la semaine prochaine vous présenter de nouveaux livres. On va quand même se calmer au bout d'un moment. Non, la semaine prochaine, on va se retrouver pour la pioche à lire du mois de septembre. Je suis en train de la préparer, je suis très indécise, j'ai envie de lire plein de choses et je sais que, voilà, que je ne vais pas y arriver. Il y a plein de livres qui sont restés sur le bas-côté au mois de juillet et août. Bon, là, on n'est pas tout à fait fin août, mais je vais pouvoir encore en lire quelques-uns, mais je sais qu'il y en a énormément qui vont rester sur le bas-côté. Après, ben oui, évidemment, je fais des pioches à lire avec beaucoup de livres, mais je pense qu'il y en a certains qui vont être réintégrés dans la pioche à lire du mois de septembre, parce que j'ai trop envie de les sortir et j'ai pas eu le temps, ou je vais pas avoir le temps, je le sais, de le faire durant ce mois d'août, donc voilà. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. En tout cas, pour moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver ici sur YouTube. En attendant de vous recroiser par ici ou ailleurs, je vous souhaite d'excellentes lectures. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!